Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ousmane Diaye, qui capitalise aujourd'hui une vingtaine d'années d'expérience dans tout ce qui est accompagnement dans la stratégie de recherche d'emploi. C'est ça, Ousmane? Entre autres, il y a d'autres domaines. Entre Oui, autres, voilà. voilà, exactement par rapport aux différents sujets sur lesquels nous avons eu à échanger tous les deux. Donc, Mhm. je vais te laisser te présenter. Je pense que ça va être beaucoup plus exhaustif si tu le fais par toi-même. Comme ça, Très bien, les autres pourront en savoir plus sur toi avant du coup, de démarrer très bien. l'atelier. Bienvenue. Excellent, Ouais, super. super. Merci beaucoup. C'est dommage parce que les autres qui vont venir après, si on loupe le fil, c'est pas Ouais. évident. Mais comme disait, c'est qui disait ça? C'est Elhaj. Oui, c'est ça. Oui, c'est moi, oui. Voilà, c'est Elhaj qui disait effectivement que ça en dit long sur beaucoup de choses et je pense que la surprise n'est pas grande, hein, je veux dire. C'est d'ailleurs pourquoi on est là. Je pense que c'est important déjà de travailler dans ce sens-là, travailler à conscientiser davantage sur le fait que il y a des occasions à ne pas rater dans la vie, quelle que soit l'occasion. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment content d'être là, de pouvoir partager avec vous. C'est vraiment un partage pour moi. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas de communication à sens unique. Vous allez voir que nous allons partager sur un certain nombre de choses, échanger. Alors, Ousmane Ndiaye, effectivement, j'ai eu à, à étudier déjà, bon, en tant que Sénégalais, j'ai fait l'université Gaston Berger avant de partir pour la France. Un rêve de jeunesse qui s'était réalisé pour pouvoir donc poursuivre mes études. C'est là où j'ai été diplômé à la Sorbonne, à l'Institut d'études du développement économique et social, l'IEDES, qui se trouve à Nogent-sur-Marne. Je ne sais pas si tu connais, voilà. Ouais, ça me Donc, parle, ouais. voilà, Nogent-sur-Marne. Et en 2010, j'ai déménagé. Je suis venu ici au Canada, à Montréal, justement, où j'exerce depuis 2010. Mais entre-temps, il y a eu un certain nombre de choses. D'abord, en France, je te le disais hier, j'ai été chargé de cours à l'Université Paris-Est. À l'époque, c'était en 2006, par là. Donc, j'ai fait 4 ans à l'Université Paris-Est en gestion des ressources humaines, problèmes contemporains du management et en théorie des organisations. Et donc, c'est là où, véritablement, parallèlement à mes études, j'ai développé ce que j'allais dire une passion pour l'être humain. J'ai développé une passion pour tout ce qui est justement motivation, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est leadership. Et mon histoire personnelle a fait que je suis convaincu du fait que nous avons ce qu'il faut pour arriver là où il faut. Seulement, il y a plein de personnes qui ne s'arrêtent pas sur leur mode d'emploi personnel et qui s'intéressent véritablement à ce qui se passe ailleurs, à ce qui se compare aux autres. Et donc, vous allez voir tout à l'heure que le thème va toucher un certain nombre de points allant dans ce sens. En 2010, je suis arrivé ici au Canada, mais avant ça, en 2008, j'avais décidé de rendre mes papiers français pour retourner au Sénégal. Donc, 2008, j'étais frustré par un système, par des façons de faire. Et donc, je suis parti, je ris en parlant de ça, voir la préfecture, leur dire, moi, je veux retourner chez moi, est-ce que je peux rendre mes papiers, quoi. Voilà, C'est donc, vraiment passé comme ça. absolument. Bébé, quel Alors, courage. donc, effectivement, les gens me prenaient pour un gars qui a perdu la tête, quoi, parce que je n'avais aucun problème en France. Je veux dire, je travaillais, je gagnais bien ma vie, etc. Mais voilà, il y a des choses qui sont purement personnelles, mais que je n'appréciais pas, la façon dont mes frères, mes sœurs étaient traités. Il y a un système que je ne digère pas, que je ne gobe pas. Des frères qui sont obligés de sombrer dans ce que j'appelle la politique du contentement. Tu te contentes d'un boulot, tu te contentes d'une place. Voilà, c'est pas à toi de choisir ta place. Et moi, je me suis dit, non, je ne suis pas né pour être limité, je suis né pour avancer, quoi. Voilà. Et donc, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, bien sûr, et j'ai décidé de leur dire, vous avez des politiques de retour, ben moi, je
suis partant. Voilà. Je veux retourner chez moi, je veux aller travailler chez moi. Ils m'ont dit, ah bon, tu es sûr? Tu es prêt à rendre ton titre de séjour, tes papiers? J'ai rendu mes papiers et c'est là que je suis reparti au Sénégal. Ils ont payé bien sûr mon billet d'avion et tout et tout. J'avais de quoi payer le bien, bien sûr, mais arrivé au Sénégal, j'ai monté Africa Business Consulting. À l'époque, je n'étais pas marié, donc beaucoup plus jeune que ça, mais je suis resté un certain nombre de mois à intervenir un peu dans les écoles privées que vous connaissez certainement, ISM, AFI. À l'époque, il y avait l'université Amadou Hampâté-Bâ, il y avait l'ISDEL, Institut supérieur de développement local. Et donc, je suis resté à peu près 8 mois et le destin a fait que je suis tombé malade, voilà. Et donc, une maladie qui a nécessité un peu que, pas que je retourne en France, mais qui a nécessité des soins à l'extérieur, voilà. Et donc, c'est là que, parallèlement, je me suis dit, j'avais commencé à l'époque un 3e master en France. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion parce que ma prof voulait vraiment que je termine ce 3e master-là. Et donc, je suis revenu. Elle était super contente que je fasse mon mémoire. J'ai fait mon mémoire pour boucler mon année, 3e master. Et le destin en a encore décidé autrement parce que c'est à mon retour en France que j'ai reçu un mail, une publicité disant, est-ce que vous voulez aller vivre au Canada? Voilà. Et donc, ça a créé un déclic à moi. Je me suis dit, waouh, peut-être que ce serait intéressant d'aller découvrir ce pays-là, etc. Étant donné que mon dossier d'immigration était quand même solide en tant que travailleur qualifié, etc. Et c'est là où véritablement j'ai présenté un dossier d'immigration pour le Canada. Et très rapidement, les choses de fil en aiguille, on m'a convoqué en entrevue. J'ai fait l'entrevue, on m'a dit, écoute, si tu es prêt, nous, on est prêt pour que tu ailles au Canada. Et c'est là que je suis retourné au Sénégal. Bon, vous savez, vous connaissez nos réalités. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. L'histoire des bras longs, moi je le dis, ça m'énerve parce qu'il y a des Sénégalais qui ont le potentiel, qui ont tout ce qu'il faut et qui ont véritablement une envie d'apporter ce qu'ils ont de plus cher à notre cher pays et malheureusement qui sont laissés sur le bord de la route. J'en faisais un peu partie. Oui, je donnais mes cours. Oui, j'accompagnais des gens, etc. Mais il y a des postes auxquels je me voyais véritablement au regard de mes compétences et j'ai toujours été écarté, quoi. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, écoute, va au Canada, tenter ta chance, même si tu as le Sénégal gravé dans ton cœur, va au Canada, tu vas tenter ta chance et puis on verra les années à venir, quoi. Donc, je suis arrivé ici en 2010. Quand je suis arrivé, bon, on m'a confié plusieurs responsabilités dans l'éducation notamment. Au jour d'aujourd'hui, je suis prof à temps plein dans l'éducation et parallèlement, je coordonne un certain nombre de projets au niveau socio-éducatif pour les jeunes, pour les familles immigrants. J'accompagne des entrepreneurs immigrants également à lancer leurs projets. Et parallèlement, je coach un certain nombre de gens à travers le monde. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et justement, je disais à Aïcha hier que j'étais en train de voir dans quelle mesure je vais prioriser davantage parce que j'ai à cœur, j'ai à l'esprit cette jeunesse africaine, cette jeunesse sénégalaise. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour partager avec cette jeunesse, leur donner envie de continuer à faire ce qu'ils font et leur dire que les choses sont possibles. Excellent parcours. Je sais vraiment pas quoi dire parce que du coup, c'était vraiment audacieux de pouvoir déjà dire non à la France, de retourner au Sénégal et de repartir un peu à zéro. C'était quand même pas évident pour toi, mais même par rapport à la famille aussi, j'imagine. Oui, absolument. Absolument par rapport à la famille. À l'époque, ben, je n'étais pas compris, voilà, donc c'était une incompréhension totale, mais il fallait, vous savez, et on va en parler tout à l'heure, bon, on va en parler là, je veux dire, il y a les souhaits, il y a les convictions, voilà. Et je pense que c'est important, et d'ailleurs aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ça va être un partage, on va échanger sur un certain nombre de choses, et ce qui va arriver, c'est que je ne vais pas aujourd'hui vous faire une présentation purement technique en vous disant voilà comment il faut faire. Non, on va être dans le raisonnement. Je vais vous partager mon expérience
il y a une différence entre dire les choses et vivre les choses. Il y a des choses que j'ai vécues et qui m'ont servi. Et je vous assure, ces choses-là, j'aurais bien aimé les connaître plusieurs années en avant. Voilà, parce que ça aurait fait une grande différence. Dieu merci au jour d'aujourd'hui, mais ça aurait fait une grande différence dans ma vie. Et c'est pourquoi je suis engagé dans ce combat-là. Ce combat qui consiste à donner à cette nouvelle génération, à leur dire des choses qui vont leur faire réfléchir, à leur dire des choses qui vont créer des déclics chez eux, voilà, et qui vont venir les chercher positivement et qui vont venir les booster davantage. Parce que aujourd'hui, oui, il faut commencer par le commencement. On va parler motivation, on va parler estime de soi, on va parler employabilité. Nous allons parler également de cette attitude positive à avoir face à la vie. Je suis né dans un petit village au fin fond du Sénégal, à Télé-Argouille. À 10 ans, lorsque j'ai dit à mon père que j'aurais bien aimé étudier à la Sorbonne, il m'a regardé avec de grands yeux en me disant « Waouh, là, je crois que tu pousses la barre trop haut. Voilà, regarde notre situation, on est des cultivateurs. » Mais je ne crois pas au déterminisme. Je suis convaincu que le soleil se lève pour tout le monde. Voilà. Et ça, je parle en connaissance de cause. Je connais plein de monde qui ont tout pour réussir, mais qui ne font rien pour y arriver. Mais je connais un petit nombre de personnes qui véritablement partent de rien et parviennent à atteindre le sommet. Donc aujourd'hui, justement, c'est une occasion pour moi de parler, oui, de force mentale, hein, de force mentale pour arriver à atteindre vos objectifs en matière de recherche d'emploi. Voilà. Pour ne plus sombrer dans ce contentement. Dans la vie, je suis convaincu que ce n'est pas aux autres de nous donner notre place, c'est à nous de choisir notre place. Voilà. Et je vais vous partager justement, étape par étape, comment forger cette mentalité d'acier, comment forger cette mentalité qui va vous permettre véritablement d'atteindre vos objectifs. Ce ne sera pas un atelier technique, on peut en faire plus tard, ça ne me dérange pas, faire un CV, lettre de motivation, etc. Mais aujourd'hui, il faut commencer par le commencement. Il faut booster ces jeunes-là. Il faut leur dire que les choses sont possibles. Mais pour que les choses deviennent possibles, ça prend le mental qui va avec. Ça prend le mindset qui va avec. Et justement, c'est ça le thème de la conférence Et d'aujourd'hui. peut-être Ousmane, rappeler que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un échange. Donc, moi, je vais Oui, être en retrait. Si j'ai des questions, je me permettrai de les poser. Mais l'idée également, c'est que les personnes qui sont là, notamment notre Mariam Diop, c'est la oui, seule fille qui est là, qu'elles puissent du coup croiser leurs expériences avec la tienne pour poser oui. des questions, rebondir sur des choses. C'est ça qui va enrichir du coup l'échange finalement. Donc, n'hésitez pas à désactiver vos micros pour prendre la parole, interpeller Ousmane sur des questions et d'autres. Donc voilà. Voilà, ça, merci beaucoup. Effectivement, on est là pour échanger et ça me fera vraiment plaisir. Juste une petite question. Est-ce que c'est parce que les caméras sont désactivées ou c'est moi qui ne vois pas? Alors, je suis la seule à avoir la caméra OK, activée. super. OK. Il y a Omar qui vient d'activer sa caméra, mais vous pouvez aussi pour les autres si vous OK, Omar, merci. Excellent. voulez. Voilà. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet et encore une fois, de deux choses l'une. Moi, si vous m'interrompez, c'est avec plaisir. Je vais vous écouter, mais vraiment apprendre de vous. Mais si vous attendez la fin également, je vais vous donner la parole et puis on va échanger. Il n'y a aucun problème. Très bien. C'est bon? Yes. Alors, donc, pour commencer, je le disais tout à l'heure, la recherche d'emploi comme le fait de vouloir atteindre un quelconque objectif dans la vie, ça prend une attitude, ça prend une prédisposition au niveau mental, ça prend un état d'esprit. Voilà. L'idée, ce n'est pas de dire, tiens, voilà comment faire un CV, voilà, je t'ai fait ton CV, ta lettre de motivation. Non, c'est parce que votre véritable valeur est en vous. Ça, c'est des sujets que je défends partout. Voilà. Je connais des exemples concrets d'une personne qui a refait son CV, mais qui au final a travaillé sur elle-même et a réussi à trouver un travail sans même avoir déposé un CV. Voilà. A rencontré la personne qu'il faut au moment où il faut, mais a eu à adopter la posture qu'il faut. Donc l'idée, c'est comment devenir l'homme de la situation, l'homme avec grand H, l'homme de la situation et non l'homme qui cherche une situation. C'est ça la différence. Et tout est dans la posture, tout est dans l'attitude. Donc, il y a un premier défi à relever pour tout chercheur d'emploi. C'est celui de ne pas sombrer dans le découragement.
disons-le, il y a tellement de choses, surtout par les temps qui courent, qui peuvent nous faire décourager. Je connais tellement de gens qui aujourd'hui, la dernière fois, je reçois un message d'une fille qui me dit, écoute, je reste chez moi, je ne cherche plus du travail. Pourquoi tu ne cherches plus? Parce qu'il y a la crise. Bien sûr, par les temps qui courent, on va nous parler de pandémie. Oui, elle est réelle. On va nous parler de l'âge. On va nous parler de l'expérience. On va nous parler, sans oublier ces recruteurs qui vont vous intimider, qui vont vous humilier. Et donc, la première chose à garder à l'esprit, c'est comment faire pour rester debout. Comment faire pour rester dans la course. Comment faire pour ne pas me décourager. Il y a la pression sociale, il y a la pression familiale. Pourquoi tu n'as pas encore de boulot? Un tel a déjà trouvé du travail, pourtant. Donc, tout ça, ce sont nos réalités. Il y a l'histoire des bras longs, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne connais personne. Donc, beaucoup d'arguments sont là pour faire de telle sorte qu'on arrête de chercher, pour faire de telle sorte qu'on sombre dans le découragement. Donc, le premier défi à relever, c'est rester motivé. Parce que quand on n'est pas motivé, le doute finit par s'installer. Et on finit par quoi? Sombrer quoi? Dans le contentement. On nous dit, bon, de toute façon, moi, des fois, tu poses la question, tu cherches dans quoi? Ah, je cherche n'importe quoi. Et je réponds souvent, tu n'es pas n'importe qui pour chercher n'importe quoi. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Comment ça, je cherche n'importe quoi? Après tant d'années de sacrifice, de formation, tu dis, je cherche n'importe quoi. Voilà. Et donc, c'est important de se dire que dès lors qu'on commence à raisonner ainsi, on s'éloigne de notre objectif. Et ce qui se passe et qui est vraiment à éviter à tout point de vue, c'est qu'on devient une proie facile pour ces recruteurs mal intentionnés. Il y en a qui cherchent des candidats découragés pour pouvoir les exploiter. Il y en a qui restent 6 mois sans payer les gens. Il y en a qui promettent tout le temps, qui vous font miroiter des choses. Il y en a qui vous disent, tu es encore jeune, il faut prendre de l'expérience. Mais l'expérience, mais on est encore jeune, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur. Toute valeur mérite d'être reconnue. Toute valeur mérite d'être considérée. Donc, comment faire pour ne pas sombrer dans le découragement? Il faut, premièrement, pour rester motivé, vous savez, l'estime de soi, c'est un passeport pour la vie. L'estime de soi. Aujourd'hui, tout le monde a des défauts. Mais c'est quoi la définition de la performance? La performance d'un individu, ce n'est pas l'absence de défauts, c'est la capacité à miser sur ses propres qualités. Premièrement, la question à se poser, c'est quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que j'ai comme qualité? Voilà. C'est vraiment important. Et il faut partir de la définition de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comment je me vois. Quelle perception ai-je de ma propre personne en tant qu'une personne compétente, une personne avec des qualités? C'est la façon dont on est à l'intérieur qui va se refléter à l'extérieur. Les recruteurs nous voient, ils nous sentent. Et les recruteurs sérieux, comme j'ai l'habitude de le dire, sont à la recherche de personnes qui les rassurent, mais de personnes qui assurent également. Mais comment rassurer quelqu'un si véritablement on a une faible estime, voire une piètre estime de notre propre personne? Donc, premièrement, qui suis-je en termes de qualité? Pas en termes de défaut. Voilà. Qui suis-je en termes de qualité? Quelles sont mes réalisations jusque-là? Vous savez, l'histoire des gens ne commence pas le jour où on les rencontre, mais ton histoire n'a pas commencé le jour où tu as commencé à définir tes objectifs dans la vie. Non, tu as eu un parcours, un passage, tu viens de loin, tu as eu à traverser des choses. J'ai l'habitude de dire aux personnes que j'accompagne que je suis convaincu, et soyez-le, que le chemin qui reste à parcourir est moins long que celui que vous avez parcouru jusque-là. Combien de personnes ont eu à faire des sacrifices, des jeunes, pour étudier, pour se former? Mais aujourd'hui, ils ne regardent plus derrière eux. N'oublions pas ce que nous avons accompli pour ne pas oublier notre valeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, je vais vous partager une anecdote en parlant d'estime de soi.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un, quand il est arrivé ici au Canada, il a eu à postuler dans une banque pour travailler. Sauf qu'il a eu à postuler en tant que caissier pour faire la caisse. Et quand il est arrivé en interview, il a fait l'entrevue et puis à un moment donné, le recruteur, parce qu'il y en a des bons, il faut le reconnaître, il y en a qui ont un cœur à la place du cœur, lui dit, mais au regard de vos compétences, moi je pense que vous pourriez être responsable des comptes. Et puis lui, il sursaute sur sa chaise. Qui, moi? Mais oui, vous avez ce qu'il faut. Pourquoi vous, nous, on a un poste aussi pour être responsable des comptes. Pourquoi vous ne l'avez pas choisi? Et clairement, le recruteur lisait dans ses yeux, c'est parce qu'il n'avait plus confiance en lui-même. C'est parce qu'il se sous-estimait. Il disait, non, de toute façon, moi, c'est juste ce que je peux faire. Il lui dit, non, il faut postuler. Et c'est comme ça qu'il a postulé, il l'a poussé, il a postulé pour être responsable des comptes. Et c'est comme ça qu'il est devenu responsable des comptes. C'est extraordinaire. Alors, notre valeur est où? N'oublions pas cette valeur-là dans la recherche d'emploi. Plus on va se sous-estimer, plus ça va apparaître même dans notre posture lorsqu'on arrive à un entretien. Peut-être qu'une autre fois, nous allons parler exclusivement de l'entretien d'embauche. Comment se tenir, comment se comporter, quelle posture adopter, parce que ça, c'est vraiment important. Donc, premièrement, l'estime de soi, se rappeler de notre parcours. Deuxièmement, pensez à vos réalisations. Qu'est-ce que vous avez réalisé jusque-là? Oui, vous avez réalisé des choses. Peut-être que c'est vous qui ne vous donnez pas la peine de voir ce que vous avez accompli, de voir ce que vous avez réalisé. Peut-être que vous venez de loin. Prenez ça en considération parce que ça vient conforter cette valeur que vous devez avoir par rapport à votre propre personnel. Troisième chose qui est vraiment importante, et c'est à considérer à sa juste valeur, c'est les remarques positives des personnes significatives dans votre vie. Les remarques positives des personnes significatives dans votre vie. Pour encore une fois redorer le blason de l'estime que vous avez envers votre propre personne, il faut écouter ces gens-là. Ces gens qui sont objectifs, mais qui vous disent « Waouh, tu es bon dans tel domaine, tu as fait de belles choses », qui vous font des compliments réalistes. Prenez ces compliments-là à cœur. Parce qu'en réalité, des fois, on perd notre valeur parce qu'on n'écoute plus les gens qui nous apprécient pour ce que nous sommes. Donc, il faut écouter les gens qui nous apprécient pour ce que nous sommes. C'est vraiment important d'écouter ces gens-là. Donc, premièrement, on ne perd jamais de vue notre propre histoire. Deuxièmement, on pense à nos réalisations personnelles. Troisièmement, on accorde de l'importance aux remarques positives des personnes significatives dans notre vie, que ce soit des membres qui sont proches de notre famille, que ce soit des personnes avec qui on partage notre vie. Il ne faut pas ignorer leurs paroles parce que ça en dit long sur l'idée qu'on doit se faire de notre propre personne. Alors, ici, on parle d'estime de soi. Pourquoi c'est important dans la recherche d'emploi? C'est important parce que ce que vous avez dans la vie, et je vous parle en connaissance de cause, est à la hauteur de la perception que vous avez de votre propre personne. C'est proportionnel. Voilà. Si tu penses que de 0 à 10, tu peux avoir juste 1, tu auras 1. Si tu penses de 0 à 10 que tu peux avoir les 10, il y a de fortes chances que tu parviennes à avoir les 10. C'est vraiment important. Quatrième chose qui est vraiment importante, vous savez, s'il y a une chose qui peut malmener l'estime de notre propre personne, c'est le sentiment d'impuissance. C'est le sentiment d'incapacité. Comment entretenir le sentiment de capacité? Comment l'entretenir? Par la formation. Par la formation.
Ici au Canada, on parle de FTLV, la formation tout au long de la vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je me retrouve à être prof que je n'apprends plus. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je partage ce que je partage avec vous que... Non, j'apprends tous les jours. Tous les jours. Pour être à la page. Tous les jours pour développer le sentiment de capacité. Parce que dès lors qu'on perd le sentiment de capacité, qu'est-ce qui est affecté? La confiance en soi. La confiance en soi. Donc, il faut développer son employabilité. Il faut entretenir sa propre valeur. Et là, je vais vous parler des points à travailler pour développer votre employabilité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, ce n'est pas pour rien. Il y a un premier point, j'en ai parlé tout à l'heure, tout part de la confiance en soi. Asseoir sa confiance en soi. Il faut l'asseoir. Et ça, c'est un atelier vraiment à part. La prochaine fois, on verra, je peux faire un truc sur vraiment la confiance en soi. À travers le triptyque, conscience de soi, connaissance de soi et confiance en soi, parce que les trois sont liés. La conscience de soi. Est-ce que j'existe véritablement à travers une particularité, à travers une singularité, à travers une histoire, à travers des valeurs, à travers des convictions, à travers des principes de vie? Et il y a la connaissance de soi. Est-ce que je sais vraiment qui suis-je? Ensuite arrive la confiance en soi, qui est un déroulement, qui est une suite logique de ces deux préalables. Donc, premièrement, en termes d'employabilité, il faut asseoir sa confiance en soi. Ne jamais perdre l'estime de soi. Les recruteurs sérieux qui cherchent des personnes avec qui évoluer, des personnes qui feront avancer leur entreprise, mais qui avanceront également dans leur propre vie, c'est des recruteurs qui véritablement ne peuvent cheminer qu'avec des personnes qui laissent apparaître une certaine confiance en elles-mêmes. Donc, deuxièmement, bien sûr, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, et hier, c'était vrai aussi, la communication. Convaincre avec aisance, prendre la parole. Il faut développer notre capacité à communiquer avec impact, à convaincre. Et ça se travaille. Je suis en train de parler de formation. Pourquoi aujourd'hui les cours sur la prise de parole en public pullulent un peu partout? Pourquoi? Parce que dans toutes les sociétés, les personnes qui communiquent bien finissent par réussir, qu'on le veuille ou pas. C'était vrai hier, ça l'est encore aujourd'hui. Donc, il faut développer ce côté-là. Troisièmement, bien sûr, la capacité de négociation. C'est à développer également. Si on veut obtenir une chose, il faut savoir négocier la chose. Et ça prend des aptitudes en négociation. Ça prend vaincre sa timidité. Ça prend dompter son stress. Même si tout le monde est stressé, la différence entre les gens, c'est qu'il y en a qui sont capables de dompter leur stress et qui parviennent à livrer un message d'impact, un message qui va convaincre. Quatrièmement, bien sûr, la culture digitale. À l'ère des réseaux sociaux, c'est vraiment important de garder à l'esprit le fait qu'on ne peut plus se détourner des machines, comme on dit. On ne peut plus dire non, de toute façon, on verra après, je suis allergique à ça, etc. Non, on est obligé de s'y mettre. Mais de s'y mettre de la bonne façon. Hier, on parlait avec Aïcha, il y a une façon d'utiliser les réseaux sociaux. Ce n'est pas n'importe comment, n'importe quand. Il y a une sélection à faire, il y a une priorisation à faire. Parce que le réseau social peut nous utiliser à la place où nous, on doit l'utiliser véritablement. Donc, il faut vraiment se mettre à l'ère du digital. Cinquièmement, il faut développer sa capacité de coopération et de collaboration. Aujourd'hui, lorsque vous allez chercher un emploi, on ne cherche pas quelqu'un qui sera bon individuellement. Non, on cherche quelqu'un qui sera bon en équipe. La force de l'organisation réside dans la force de l'équipe. Il y a une différence entre un groupe et une équipe. Il y a des entreprises qui se disent équipe alors que c'est un groupe. Comme il y a des équipes de football, etc., qui se disent non, c'est des groupes. L'équipe, il y a une cohérence intrinsèque.
Cela suppose mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que nous, on a développé ce qu'on appelle les habiletés sociales pour pouvoir travailler avec les autres, pour pouvoir interagir avec les autres dans le monde professionnel? Je rencontre plein de jeunes qui passent à côté de belles opportunités juste parce qu'ils n'avaient pas ou elles n'avaient pas les habiletés sociales nécessaires pour pouvoir entretenir de très bonnes relations avec leurs collègues. Ça se travaille. Donc, une capacité de collaboration, une capacité de coopération. Sixièmement, une capacité d'adaptation. Et ça, c'est plus que jamais d'actualité. Une capacité d'adaptation. Par les temps qui courent, si on ne développe pas notre capacité à faire face aux changements, si on ne développe pas notre capacité à nous réinventer, l'idée, ce n'est pas de mettre de côté son domaine. L'idée, ce n'est pas de mettre de côté nos rêves, nos objectifs, mais il faut savoir, à partir d'une réalité donnée, savoir comment s'adapter à cette réalité-là. Aujourd'hui, on nous parle de crise. Les choses vont définitivement changer. Le monde a définitivement changé. Alors, si on veut atteindre nos objectifs, que ce soit dans la recherche d'emploi, que ce soit dans un autre domaine, c'est important de savoir se réinventer. Et vous savez, aucune réinvention n'est efficace si elle ne part pas de la connaissance que vous avez de vous-même, de votre milieu et de la connaissance que vous avez de votre degré de détermination. Parce que la véritable réussite, ce n'est pas une question de moyens. C'est d'abord une affaire de volonté et de détermination. Suis-je prêt à faire ce qu'il faut? C'est ça la question qu'il faut se poser. Suis-je prêt à avoir une certaine discipline? La discipline, ça va énormément faire une différence. L'autodiscipline, l'hygiène de vie qu'on aura. Je me lève à quelle heure? Je me couche à quelle heure? Est-ce que je fais du sport? Ça peut paraître comme étant des choses terre à terre, mais tout est lié. Si on n'est pas bien avec nous-mêmes, ça va être difficile d'atteindre nos objectifs. Est-ce que je suis entouré de personnes toxiques? Est-ce que je fais le tri dans ma vie? Est-ce que je prends du recul par rapport à ces personnes qui, à la place de me pousser vers le haut, me tirent vers le bas? Voilà. Tout ça, c'est des questions à se poser et on ne se pose pas ces questions pour rester stagné. Non, on se pose ces questions pour agir. Septième point sur l'employabilité, il y a la distinction des priorités. Beaucoup de personnes sont perdues dans leur vie parce qu'elles ont du mal à distinguer leurs priorités. On ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas tout avoir à la fois. Et beaucoup de jeunes, justement, ne priorisent pas assez comme il faut. Quand on veut une chose, on tente la chose. Si on ne le fait pas, on ne connaîtra jamais le résultat. Il faut d'abord le faire pour connaître le résultat. C'est vraiment important. Et donc ici, comment prioriser? Partez de ce qui vous tient à cœur. Partez de ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Parce que des fois, oui, on veut absolument travailler et on finit par mettre de côté nos objectifs. On finit par mettre de côté nos rêves. Oui, on peut accepter un petit boulot en attendant. Mais s'il vous plaît, quand on est jeune, on doit aller jusqu'au bout. On doit véritablement être armé de patience et distinguer à chaque fois c'est quoi ma priorité. C'est comme quand j'étais étudiant à Paris. Combien de fois on m'a proposé d'être un manager dans un McDo, mais j'avais mes propres objectifs. Pourtant, le manager, il venait, je veux dire, il me disait de sortir les poubelles chaque soir. Je sortais les poubelles avec le sourire. Vous savez, ce n'est pas ce qu'on fait qui détermine notre valeur. C'est ce que nous pensons de ce que nous sommes qui détermine notre valeur. Lui, il me disait, Ousmane, sortez les poubelles, Ousmane. Je sors les poubelles, mais avec le sourire. Ce n'est pas parce que tu sors une poubelle que tu es une poubelle. Non, tu n'as rien à voir avec ce que tu fais. Du moment que tu sais qui tu es et là où tu vas arriver. Et c'est important d'avoir cette force mentale-là. C'est important de pouvoir faire face à un système, quel que soit le pays dans le monde, une discrimination parfois systémique.
Est-ce qu'on leur donne raison à travers ce que nous faisons, à travers nos choix, à travers nos décisions, où on décide véritablement de poursuivre nos objectifs et de prioriser à chaque fois? C'est quoi ma priorité? Dans tout ce que tu feras, pose-toi la question suivante. Est-ce que c'est une priorité par rapport à ta recherche d'emploi? Est-ce que aller me former est une priorité? Est-ce que venir écouter cet atelier est une priorité? Il y en a qui ont des souhaits, il y en a qui ont des convictions. Quand on n'est pas convaincu, ça va être difficile, voire impossible de convaincre. J'arrive vers la fin. Je voulais juste vous proposer ou vous présenter un raisonnement que je trouve absolument pertinent. Un raisonnement de Napoléon Hill, mais que je partage dans les clés du succès, où il nous parle, peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà, où il nous parle des caractéristiques de ces 2% qui réussissent, 2% de personnes. Ce raisonnement-là peut être adapté chez n'importe qui. Il nous dit, il y a une première catégorie de personnes, et la plus grande catégorie de personnes, sauf 70%, ils vont s'arrêter au souhait. Je souhaite faire telle chose, je souhaite avoir tel emploi, je souhaite travailler dans telle voilà, entreprise, je souhaite, voilà. Mais souvent, c'est des personnes qui s'arrêtent là. Les souhaits deviennent du vent, s'envolent, se détachent, ils perdent de vue leur objectif. Parce qu'un souhait, pour que les choses avancent, doit être transformé en désir. Un désir. Et donc, il y a une deuxième catégorie de personnes qui ne s'arrêtent pas au souhait, mais qui développent un désir. Le désir qui nous rapproche de l'action, parce qu'on a envie de faire des choses, on a envie de réaliser telle chose. J'ai envie de... Je rencontre justement des jeunes qui, au départ, me disent, mais je vous donne un exemple concret. La dernière fois, le jeune me dit, j'aimerais que tu m'aides, que tu me donnes des conseils pour trouver un emploi. Et parce que je souhaiterais vraiment travailler, aider ma famille, etc. Je dis, il n'y a aucun problème. Donc, envoie-moi ton CV. Il m'envoie son CV, je fais la correction du CV, je lui renvoie. Il dit, non, je ne pourrais pas le corriger. Est-ce que tu peux vraiment le corriger pour moi, pour me le... Non. Tu souhaites faire une chose, sauf que tu refuses d'avancer dans le sens de la réalisation de cette chose-là. C'est important d'avancer dans le sens. C'est important de montrer à soi-même d'abord, avant même les autres, qu'on a envie de réaliser telle chose. Donc, il faut transformer le souhait en désir. Et Napoléon Hill, justement, il nous parle de ce 10% de personnes qui finalement, il y a 70% qui restent et 10% décident de passer pour transformer ces souhaits-là en désir. Un désir qui les rapproche de l'action. Ensuite, le désir ne suffit pas. Non, le désir ne suffit pas. Parce qu'encore une fois, on est loin de l'action. Ce désir-là, il y a une troisième catégorie de personnes qui le prend et qui le transforme en conviction et en espoir. Vous savez, il faut avoir l'audace d'espérer. L'audace d'espérer, malgré les embûches qu'on peut avoir, malgré des CV qu'on envoie, des centaines de CV qui ne trouvent pas de réponse, malgré, comment dirais-je, cette humiliation des fois qu'on peut avoir de la part d'un recruteur, etc., il faut véritablement transformer ce désir en conviction puis en espoir. Et là, encore une fois, c'est à peu près 8% qui transforment ce désir en espoir. Mais l'espoir ne suffit pas. L'espoir ne suffit pas. Il y a une quatrième catégorie de personnes qui, cette fois-ci, ne s'arrêtent pas à l'espoir, mais transforment cet espoir-là et cette conviction en un désir ardent. Ardent, c'est-à-dire là, on est plus que jamais déterminé à atteindre nos objectifs. Et je vais vous donner une anecdote, 2 anecdotes. Quelqu'un que je connais personnellement. La deuxième anecdote, c'est mon cas. Mais je vais vous parler d'abord de la personne que je connais. Quand il est arrivé au Canada,
il est passé à côté d'une banque. Et puis, le bâtiment lui plaisait. Il a dit, c'est là où je veux travailler. Le bâtiment, il aimait bien les locaux, etc. Il a dit, c'est là où je veux travailler. Mais il est parti, il s'est donné les moyens. Et aujourd'hui, ça fait peut-être quoi? Peut-être 8 ans qu'il travaille là. Donc, pourquoi? Parce que le souhait n'a pas suffi. Il a fallu faire ce qu'il faut. Il a fallu aller se former. Il a fallu aller demander, aller cogner aux portes. Il a fallu véritablement aller voir dans quelle mesure il pourra intégrer cette banque-là. Et aujourd'hui, il est là. 2016-2018, j'étais au Sénégal. J'ai travaillé là-bas, j'ai été responsable du Leadership Center à BEM, j'ai travaillé avec l'École supérieure multinationale, j'ai donné des séminaires de management des équipes à l'ISEG, etc. Subdeco, on devait collaborer effectivement. Et quand je suis revenu ici, vu que j'avais laissé mon poste de prof avant de partir, donc c'était considéré comme étant une démission, quand je suis revenu ici, il a fallu que j'intègre un autre poste. Mais sauf que je voulais changer. Je voulais aller travailler avec une autre institut de formation. Et quand je suis revenu du Sénégal, j'étais dans un nouveau quartier, vraiment. C'est-à-dire, je n'étais pas là où j'étais avant de partir au Sénégal. Donc, j'avais pris un logement meublé depuis Dakar. Donc, je suis arrivé ici en famille. On a intégré le logement meublé. Et un soir, j'ai amené mes enfants dans un McDonald's pour jouer un peu. Elles ont fini de jouer et en rentrant chez nous, je suis passé et puis je vois campus de là où je voulais travailler. Je dis, mais ce n'est pas possible, ils ont déménagé ici, mais c'est là où je dois travailler. Et j'ai vu que c'était c'est-à-dire je m'asseyais dans ma cuisine et je voyais les bâtiments. Voilà. Présentement, j'ai déménagé, mais avant, je m'asseyais dans la cuisine et je voyais les bâtiments. C'était un souhait au départ. Je dis, c'est là où je veux travailler. C'était un souhait. Mais il a fallu que je prenne les choses en main, que je postule via Internet, que j'aille moi-même voir si elle a besoin de quelqu'un. Et c'est là où la directrice, vous savez, quand on inspire confiance à travers notre attitude, quand on développe une certaine confiance en soi, quand on a une estime de notre propre personne, mais là, c'est plus facile de susciter quoi? De l'intérêt par rapport à l'autre. La directrice, je suis arrivé, et c'est sans prétention aucune, je partage ça avec vous pour vous dire que les choses sont possibles. Quand on est convaincu, quand on transforme l'espoir en un désir ardent. Elle m'a vu, on a discuté et elle voulait que je signe un contrat le même soir. Et j'ai signé un contrat avec elle le même soir, c'est là où je suis présentement. Une chose est de vouloir atteindre ses objectifs et une autre chose est de faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Et c'est vraiment important. Malgré les obstacles qu'on peut voir, malgré les embûches qu'il peut y avoir en chemin, dites-vous une chose, c'est que la conviction, ce désir ardent, c'est ce qui nous permet de réaliser ce dernier kilomètre avant juste d'arriver à atteindre nos objectifs. Donc ici, le 2% là, je me dis, c'est une porte ouverte pour tout le monde. Ne disons pas ces 2%, ça va être compliqué. Je connais personne, ça va être compliqué. Je n'ai pas fait de longues études, ça va être compliqué. Je n'ai pas fait une école de commerce, ça va être compliqué. Ne sombrez pas dans la victimisation. Ne sombrez pas dans l'autodisqualification. Il ne faut pas s'autodisqualifier. Tant que vous ne l'avez pas fait, tant que vous ne l'avez pas essayé, vous ne pouvez pas connaître le résultat. Alors, ne vous donnez pas un résultat que la vie ne vous a pas donné. Vous avez de la valeur. Cette valeur, elle est en vous. Elle n'est pas dans un CV. Elle n'est pas dans un diplôme. Parce que je rencontre des gens qui me disent « je ne trouve pas du travail à cause de mon CV. » Non. Je ne trouve pas du travail à cause de mon diplôme. Non. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que la valeur de ce que je vous donne ne dépend pas de moi, mais de vous. Ce qui va déterminer la suite, c'est ce que vous allez en faire. Lève-toi le matin,
quelle que soit ton histoire, quel que soit ton âge, quelle que soit ton origine sociale, lève-toi et dis-toi que j'ai les capacités. S'il le faut, je vais aller les chercher, mais je vais essayer d'arriver au bout de ce que j'entreprends. C'est vraiment important. Cette valeur-là, et ça va être la fin, avant de prendre les questions et puis échanger avec vous, j'ai déjà pris beaucoup de temps, mais je voulais absolument, absolument vous dire que les choses sont possibles. Mais les choses deviennent possibles pour les personnes qui y croient. Il y a une différence entre juste avoir des souhaits et croire véritablement que les choses sont possibles. Oui, il faut travailler son CV. Oui, il faut connaître le bassin d'emploi là où on se trouve, de la localité. Mais le premier niveau, la première chose à travailler, c'est l'estime que vous avez par rapport à votre propre personne. C'est cette estime qui déterminera ce que vous aurez dans la vie, peu importe. Si tu penses qu'on doit te donner une place, si tu penses que tu dois aller prendre ta place, là, ça fait une grande différence. Donc, inspirez-vous de ce que je vous dis et sachez une chose, ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est une histoire vécue. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller trouver dans les livres. Non, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je continue de vivre et qui porte ses résultats. Plus on va s'accorder de la valeur, plus notre vie aura de la valeur et ça va être le mot de la fin avant de poursuivre avec vous en échangeant. Excellent, belle chute. Plus on va s'accorder de la valeur, plus Notre vie aura de la valeur. plus notre vie aura de la valeur. Excellent. Donc, c'est ouvert. Allez-y, posez vos questions. Je pense vous devez avoir quand même pas mal de questions pour Ousmane avec tout ce témoignage qu'il a pu faire par rapport à son parcours et à son expérience. Donc, ouvrez vos micros et allez-y, n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Allez-y, hein. Oui, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Sinon, vous pouvez aussi envoyer des messages si vous souhaitez. Hein, Oui, les messages aussi, je peux les prendre ici, Ça il n'y a marche. aucun problème. Ouais. Alors, bon, du coup, moi, en attendant, tu sais, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux Mhm, et j'ai vu un cas que tu as publié il n'y a pas longtemps. mhm, Où tu disais, en fait, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que quand on vient de terminer les études, c'est-à-dire qu'on a tellement un parcours du combattant qu'on a l'impression qu'on a la science acquise, infuse, etc. Et du coup, on se croirait même supérieur à n'importe qui quelque part. ouais. Et donc, tu étais en train de partager une anecdote par rapport à un jeune diplômé. Est-ce que tu peux revenir là-dessus un peu? Parce que je pense que c'est très important à partager aussi avec eux. Super, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et ce poste-là, vraiment ce jeune, heureusement que je sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais je, en prenant du recul, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs jeunes qui peuvent être ou qui sont dans son cas. C'est un jeune qui, en sortant qui a fait une école de commerce, hein, une école avec une réputation, etc. Mhm. Et quand il est arrivé justement à une belle opportunité, vraiment une grande entreprise, et puis il avait un poste de responsabilité, et puis il allait évoluer très rapidement, hein, de toute Mhm. façon. Sauf que son N+1 est bon, lui, il l'appelle vieux, voilà, mais c'est une personne un peu âgée, donc plus âgée que lui, et qui a un certain bagage, mais un bagage empirique, vraiment, sur le terrain, qui a été formé sur le tas, etc. Mhm. Et l'employeur en question accorde beaucoup de respect à cet homme-là. Et le jeune, quand il est arrivé, il a découvert très rapidement, je pense que le vieux lui a dit, ben, tu sais, tu es plus diplômé que moi. Et donc, le jeune, en entendant, tu es plus diplômé que moi, s'est dit, mais ce n'est pas possible. Mais attends, il me donne des conseils. Moi, je suis plus diplômé, je suis plus… voilà, il a commencé vraiment à être gonflé d'orgueil, costume, cravate. Non, 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 moi, ce n'est pas à lui de me donner des conseils. Et il a commencé vraiment à lui manquer de respect. Ah, ouais. Donc, il ne l'écoute pas, il ne partage pas avec lui. Quand il arrive, à la limite, même pour dire bonjour, c'est, voilà, j'ai résumé les choses dans le poste, mais pour dire bonjour, vraiment, il se croyait
supérieur à tout point de vue, quoi. Là, parce que je sors d'une grande école avec des diplômes, etc. Et très rapidement, l'employeur a pris ça comme étant une offense, quoi. Voilà, une offense à cette personne-là qui vraiment avait tout ce qu'il faut pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'accompagner. Et malheureusement, il est passé à côté de cette opportunité, tout simplement parce qu'il a fait preuve d'indiscipline. Et donc, je disais aux jeunes, que quel que soit le bagage que vous avez, dites-vous que chaque personne peut vous être utile. Et quand vous arrivez surtout dans une entreprise, ne vous croyez pas et ne vous sentez pas invincible. Acceptez de rentrer par la petite porte. Ainsi, vous atteindrez la grande porte. C'est vraiment important. Et on est dans le domaine de l'éducation, dans la discipline, dans le respect des anciens et dans le respect de ces personnes qui sont formées sur le tas, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ce que je disais, que l'université ne te dira pas tout. L'école ne te dira pas tout. Voilà. Et Exactement. donc, c'est un post que vous pouvez, si vous êtes sur LinkedIn, aller voir. Allez le suivre, hein. Il partage très, très souvent, enfin, il est très actif sur LinkedIn notamment. Il partage tout le temps des expériences, des petites anecdotes qui peuvent vraiment vous inspirer dans votre propre expérience et dans votre démarche de recherche. Donc, en fait, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, parce que tu as beaucoup insisté sur l'estime de soi, à travers ce post, ce que je peux comprendre, c'est que tu auras beau avoir de l'estime de soi, avoir confiance en soi, mais ça peut jamais être un contre-pied avec l'humilité. C'est-à-dire que c'est des choses qui doivent aller dans le même sens finalement. Excellent, excellent. Justement, l'humilité, c'est la marque des grands hommes. Voilà. Les gens pensent que, et d'ailleurs, j'ai fait récemment une petite vidéo que peut-être je te partagerai sur WhatsApp, où je parle de la différence entre l'humilité et le manque de confiance en soi. Voilà. Il y en a qui te diront non, je suis humble, alors que non, c'est un manque de confiance en soi. Comme il y en a d'autres qui vont dire, voilà, tu n'es pas. Donc, les deux sont liés et puis il faut faire la différence. Mais la grandeur de la personne réside dans l'humilité, tu l'as très bien dit, quoi. Ouais. Il faut juste trouver le juste équilibre, je crois, entre les deux. Exactement. Alors, il y a Elage qui te pose une question, qui dit, le leadership peut-il être enseigné? Alors, Elage, si tu peux prendre la parole et le dire verbalement, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant parce que tu as développé des choses que je ne parviens pas à retransmettre à Ousmane. Ça me fera plaisir d'ailleurs d'entendre Elage. Bon, peut-être Oui. que, mais c'est pas grave. Si c'est pas possible, bon, je pense que... Ah oui, c'est bon, super. Merci Elage. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Entend. Vas-y. Vous m'entendez? Je n'entends pas. Moi, j'entends. Et vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Moi, je ne vous entends pas, en fait. Ok, bon. Je vais essayer de retransmettre ta question, mais j'ai peur de la dénaturer. Je pense que je l'ai ici. Hein? Vas-y aussi, peut-être que tu la comprendras mieux que moi. Voilà, donc je lis ici, mais Elage malheureusement ne nous entend pas, donc il ne pourra pas confirmer, mais d'ailleurs, il ne pourra pas écouter la réponse s'il n'entend vraiment pas. Alors, maintenant, c'est bon? Oui, maintenant, c'est bon. En fait, je voulais poser juste une question. Est-ce que le leadership peut être enseigné, en fait? Le leadership. D'accord, super. Alors, c'est une excellente question, Elage, parce que, et d'ailleurs, hein, à l'avenir, il faudra qu'on fasse un truc sur le leadership exclusivement, comment développer son leadership. Alors, il y en a qui se posent, par exemple, la question, est-ce que le leadership est inné, est-ce qu'il est acquis, est-ce qu'il peut être enseigné, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le leadership est une façon d'être. C'est très lié à notre savoir-être. Le leadership, c'est la capacité à susciter l'adhésion volontaire des autres. Il n'y a pas de leader sans suiveur. Mais les gens qui suivent le leader, ils ne le suivent pas par contrainte, mais le suivent par envie. Donc, comment
générer en nous, comment incarner cette personne que les autres ont envie de suivre. Voilà. Donc, effectivement, le leadership peut s'enseigner, mais le leadership ne se décrète pas, ça se construit. Ça se construit à travers la formation, à travers l'enseignement, etc. Mais, et le mais est vraiment important, il y a des personnes qui ont une longueur d'avance sur les autres par rapport à leur capacité à devenir des leaders. Il y a des personnes qui ont cette aura naturelle, qui ont ce charisme naturel, qui dégagent quelque chose, comme on dit, qui ont une présence. Et ça, effectivement, ça leur donne une longueur d'avance. C'est des personnes qui peuvent être formées, c'est des personnes qui peuvent, comment dirais-je, suivre des cours sur le leadership, mais très rapidement vont s'approprier le concept et vont commencer véritablement à le vivre parce qu'à la base, ils ont ou elles ont une longueur d'avance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le leadership ne se décrète pas. Malheureusement, en Afrique ou même ailleurs, on va dire c'est un véritable leader ou bien lui, il va dire je suis un leader. Non. Le leadership ne se décrète pas, ça se construit. C'est les autres qui nous voient comme étant un leader. Ce n'est pas à nous de décréter que nous sommes un leader. Et encore une fois, il n'y a pas de leader sans suiveur. Voilà. Pour qu'il y ait leader, il faut qu'il y ait des suiveurs et des suiveurs volontaires. Donc, c'est notre capacité à communiquer sur une cause, par exemple, en incarnant un certain leadership. Notre capacité à mobiliser en incarnant un certain leadership. Il y a Bill Clinton qui disait de Nelson Mandela que cet homme a tellement quelque chose que quand tu le trouves dans une pièce, sans qu'il ouvre la bouche, tu as envie d'être comme lui. Donc là, on est dans une longueur d'avance. On a quelque chose en avance à travers la posture, à travers ce qu'on dégage. Mais effectivement, le leadership peut s'apprendre car je donne moi-même des formations pour devenir des leaders. Mais encore une fois, il y en a qui ont une certaine longueur d'avance sur les autres. Merci beaucoup. Ce que j'ai compris, c'est que le leadership peut être enseigné. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, je vous entends. Très bien. Maintenant, moi, j'aimerais juste faire une petite nuance. Je ne sais pas si vous allez m'aider à le faire. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre enseignement et apprentissage à ce niveau? Ah, ok, excellent. Excellent. Vous voulez faire la nuance ou j'y vais? Je veux que vous fassiez la nuance, si possible. Okay. Bien sûr, là, je vous ai posé une question, oui. à savoir, est-ce que, évidemment, le leadership peut être enseigné? Mm-hmm. Vous m'avez dit que ça peut être enseigné. Maintenant, là, est-ce qu'on peut faire une petite nuance entre enseignement et apprentissage à ce niveau? Alors, déjà, quand on parle d'enseignement, on est dans la transmission du savoir. Voilà. On est dans la transmission du savoir. J'enseigne quelque chose, ça veut dire qu'il y a un donneur, en l'occurrence moi, et un receveur de l'autre côté, quand on enseigne. Maintenant, l'apprentissage peut se faire à tout moment, n'importe où, avec n'importe qui. On apprend de la vie, on apprend des autres, on apprend des circonstances, on apprend des situations. Voilà. Donc, justement, quand je parlais justement du fait que le leadership se construit, c'est qu'on ne va pas, le leadership, c'est un tout, là où on a grandi, qui on a rencontré, c'est quoi notre histoire, c'est quoi notre vie. Donc, on est dans des apprentissages qui sont sans lieu ni circonstance, c'est un peu partout. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la connaissance explicite et la connaissance tacite. Il y en a qui apprennent en recevant, mais il y en a qui apprennent en sentant les choses. On évolue dans un milieu, on a appris des choses dans ce milieu. On discute avec quelqu'un, on a appris des choses de cette personne sans que la personne ait eu, comme cette conférence-là. Aujourd'hui, parmi vous, il y en a qui vont retenir juste les mots que je vais dire, mais il y en a qui vont apprendre peut-être de ma posture, de ce que vous ressentez à travers quoi? À travers ce que je dis et la façon dont je le dis. Donc, l'apprentissage, selon moi, ça peut se faire en toutes circonstances, partout, avec n'importe qui, et on peut aller jusqu'à sentir ce qu'on va apprendre, tandis que l'enseignement, on est dans véritablement la transmission de part et d'autre. Il faut qu'il y ait un donneur et un receveur. Et les leaders savent apprendre de partout et de n'importe qui et en toutes circonstances. Et peut-être juste pour ajouter, en tout cas de ma propre expérience et de mon point de vue, j'ai l'impression que l'apprentissage est plus souvent concret, relève du concret, de quelque chose qu'on peut vraiment, enfin c'est de l'expérience en fait. Oui. Alors que l'enseignement, le plus souvent, c'est plutôt théorique et du coup, il y a, comme tu disais, c'est vraiment dans un seul sens. Voilà, il y a quelqu'un qui donne un message à quelqu'un, tout simplement.
Alors, Elhaj, j'aimerais entendre Elhaj par contre, parce que je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que Elhaj a un avis à partager avec nous. Moi, je serai le premier à en profiter. Oui, effectivement, ce que j'ai juste envie de noter, Mhm, c'est que quand on parle d'enseignement, c'est par rapport à une chose qui est forcément théorique, hein. mhm. Donc, c'est plutôt dans l'ordre de la connaissance que l'on distribue ou bien que l'on transmet. Oui. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mhm, Par rapport à l'apprentissage aussi, je crois que c'est par rapport au développement, en fait, des traits de caractère d'un mhm, individu. Je crois que vous l'avez exprimé de manière très claire en mhm, donnant un exemple concret. George Bush, je crois, je ne sais pas si c'est George Bush. mhm. Et là, c'est vraiment développé chez l'individu des traits de caractère qui vont forger, bien sûr, sa personnalité, Mhm. notamment sa vision, sa discipline, sa passion et sa conscience. Donc là, Absolument. on peut trouver autant d'éléments à partir du contact que l'on a avec l'environnement, avec le milieu extérieur, avec les Exactement. autres, Mhm, notre propre attitude à conquérir l'espace. En même temps aussi avec ce que l'on apprend de manière très simple, de manière très humble avec Oui. les autres, bien sûr. C'est Mhm. ça qui est fondamental dans l'apprentissage. C'est plutôt Exactement. pratique. Aïcha l'a rappelé, c'est quelque chose qui est pratique, qui est concret. Tandis que l'enseignement, ça peut être plus ou moins théorique. Merci, c'est ça que Exactement. je voulais Ouais. ajouter. Excellent. Excellent. Et il y a aussi Abdelrahim qui rajoute que l'apprentissage est le fruit d'un effort personnel de compréhension et d'appréhension de la vie. De la vie. On peut Mhm. apprendre d'une personne, tout comme on peut apprendre des leçons vécues, des expériences Voilà. personnelles ou des tiers. Excellent. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on peut apprendre de n'importe qui, partout, n'importe quand. Et on peut apprendre par ressenti, même. Et c'est ça qui fait la richesse de la vie, justement. Exactement. Ah, Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. j'ai adoré ce petit détour de définition notionnelle entre ces différents mots. C'est Non, c'est excellent. bon. C'est Ouais, très bien. c'est J'aime bien. enrichissant. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions Moi, je mise vraiment sur les filles. Diarra, Marem, comme vous êtes les seules, à part moi, j'aimerais vraiment que vous posiez des questions. Au moins pour nous faire plaisir. Ou à Ousmane, je sais pas. Oui, quand même. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Diarra. Bonjour Aïcha, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien, merci. Monsieur Ousmane Diaye, bonjour à vous. Bonjour, ça va bien, merci. Bien, alhamdulillah. Alors, je me présente, c'est Diarra Diop. Je suis étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus particulièrement à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, EVAD. Je ne sais pas si vous connaissez le cas. Oui, oui, les BAD, oui, je connais. Voilà, d'accord. Alors, parmi les points que vous avez eu à développer tout à l'heure concernant la recherche d'emploi, il y a un point que j'ai trouvé très intéressant. Ça concerne l'aspect de développer sa capacité de communication. Alors, moi, j'aimerais savoir s'il existe en tout cas des méthodes qui puissent nous permettre de développer notre façon de communiquer sans que ça soit bien sûr des écoles de formation. Est-ce qu'il existe des méthodes, des pratiques en tout cas qui nous permettent de plus s'améliorer dans la communication? Parce Merci. que pour ce qui est de mon cas, des fois j'ai des problèmes de prononciation avec les mots, surtout quand c'est deux mots qui commencent par S ou l'autre termine par S et l'autre commence par S. En fait, j'ai souvent ce genre de problème-là. D'accord. OK. D'accord, je vous remercie. Merci, Diarra. Merci, Diarra, merci. Alors, vous parlez de deux choses, Diarra. Merci pour l'intervention. Là, Diarra participe à comment dirais-je, à rehausser la cote de la jante féminine. Hein? Exactement. Ça fait Alors, plaisir. voilà, excellent. Alors, vous avez parlé de deux choses. Effectivement, hein, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un véritable potentiel, mais ce qui les limite, c'est leur capacité à convaincre, à communiquer, etc. Alors, maintenant, pour ce qui est de votre cas, Diarra, vous parlez comme de deux choses. La première, c'est
la prise de parole, ça s'apprend, l'art oratoire, ça s'apprend. Moi-même, je donne des formations sur ça, des ateliers. Mais vous avez parlé de problèmes de prononciation. Voilà. Là, on est plus dans tout ce qui est, bon, j'allais dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la dyslexie. Voilà. Il y a des gens qui ont du mal avec le L, avec le S, avec le, voilà, etc. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément un frein pour devenir un grand communicateur ou bien une grande communicatrice. Voilà, non, ce n'est pas vraiment un frein. Voilà, le fait de prononcer un mot, c'est à vous, dans ce cas-là, de voir quel mot choisir, quel mot ne pas choisir lorsque vous présentez, par exemple, un discours, lorsque vous vous présentez quelque part, etc. Et en matière de prononciation, comme en matière de communication d'ailleurs, tout vient avec la pratique, avec l'entraînement. Maintenant, il y a des méthodes qui existent, bien sûr. On pourrait à la limite voir si on peut faire un atelier là-dessus, vraiment, comment communiquer efficacement, etc. Il y a des méthodes qui existent. Il y a, par exemple, un livre que je vous conseillerais qui s'appelle l'ABC de la parole facile. Je vais noter ça ici, peut-être. Je vais le leur noter. Voilà. ABC. L'ABC, L'ABC de la parole facile. Voilà. Donc là, on trouve vraiment des techniques, on trouve des façons de travailler sa voix, de travailler la prononciation qui sont très utiles justement pour pouvoir. Mais la bonne nouvelle, Diarra, c'est bien sûr, on peut développer sa capacité à convaincre, on peut développer son art oratoire sans passer par des centres de formation, etc. Bien sûr, on peut se faire coacher, se faire accompagner, bien sûr. Alors, moi, si je peux rajouter un truc, peut-être que Oui. je peux, parce que j'ai été étudiante comme vous tous, hein, et personnellement, j'ai une capacité, c'est-à-dire j'ai une mémoire auditive. C'est-à-dire que tout ce que j'entends, je le capte plus facilement. Et donc, ce que je faisais à l'université, quand j'avais des cours, je détestais boire les cours et les ressortir. Ce sur quoi j'étais forte, c'est l'appropriation du cours. Comment je pouvais m'approprier le cours par moi-même. Et donc, après un cours, si je devais avoir, par exemple, un partiel, dans ma chambre, je restais seule. Je lisais tout le cours. Après, je le restituais par mes propres mots, mais oralement. Et quand je me rends compte que j'ai bien maîtrisé le discours, tout le fil conducteur y est avec mes propres mots, là, je demandais à ma voisine de chambre de l'époque, vas-y, assieds-toi, je vais parler et tu vas voir si ce que je dis te convainc ou pas. Ou est-ce que j'ai maîtrisé le discours total. C'est comme ça que je le faisais. Ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si je suis une bonne communicante ou pas, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir prendre la parole en public sans avoir peur, à maîtriser mon discours, etc. Donc, si ça peut vous aider, vous pouvez aussi vous essayer à ça. Oui, c'est bien. Et puis, justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'entraînement, la pratique. Moi, par exemple, au-delà des... Bon, parce que pour être coach, finalement, il a fallu que je me forme en art oratoire. Mais au-delà de ça, moi, c'était plutôt... J'écoutais un discours à la télé, à la radio, etc. Et à la fin, j'éteins et j'essaye vraiment de faire le même discours, etc. Et ça également, ça aide. Mais tout est vraiment dans cette envie, la passion qu'on développe. Parce que pour qu'un message soit convaincant, ce n'est pas que des mots. C'est du ressenti, c'est du non-verbal. Voilà. Beaucoup de non-verbal. Hein. La façon dont tu le dis, la posture, tout est important. Et ça se travaille comme tu le dis. Hein. Oui. Voilà. Alors, il y a Omar Diallo qui avait levé la main tout à l'heure. Omar, si tu veux prendre la parole, vas-y, désactive ton micro et tu peux parler du coup. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Omar. J'ai la voix complètement cassée. C'est pas grave, parce que tu t'es trop pratiqué en prise de parole en public. En fait, moi, je vais me présenter d'abord. D'accord. Je m'appelle Omar Diallo. J'étais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de géographie. Mais par la suite, j'ai fait une formation en géomatique. J'ai eu la licence cette année. Donc, pour moi, tout au début, je m'étais orienté dès que j'étais en classe de première au lycée. Donc, comme je faisais la CRS,
quand je parlais, j'échangeais avec mes grands frères, l'autre il était à l'université, je m'étais dit que comme moi je voulais faire la géographie, c'est pas automatiquement que je continue à faire la série S. Donc, arrivé en terminale, j'ai viré. La même année, j'ai obtenu le baccalauréat. On m'a orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là aussi, au fur et à mesure que j'avançais, au fur et à mesure des années, comme moi je voulais faire l'environnement, j'ai opté pour la géophysique. Donc, une fois arrivé à la licence, même si ça n'a pas marché, je suis allé faire une formation en géomatique. Là, comme tout ce qui m'intéressait, c'était l'environnement, je suis allé me former en géomatique. En même temps, je faisais en même temps des cours en ligne, des certifications, pour encore de plus en plus me performer sur ce que je veux faire dans l'avenir. Mais même quand j'ai discuté avec mes amis, je leur ai dit que certes, moi, je veux faire l'environnement. C'est une carrière professionnelle. Mais en tant que moi-même, dans l'avenir, je veux faire quelque chose qui n'engage que moi-même. Okay. Donc, comme sur ça, j'essaie à chaque fois, dès qu'il y a des activités de ce genre qui concernent ce que je veux faire dans l'avenir, j'essaie d'y m'intéresser, d'y participer. En même temps, essayer d'avoir des contacts qui peuvent m'orienter, m'aider dans ce sens. C'est pour cela que moi, je n'hésite pas. Dès qu'il y a des activités, j'avais dans l'intérêt essayer d'interpeller le maximum de personnes pour pouvoir avancer. Merci. Merci beaucoup, Oumar. Alors, ce que vous venez de dire me fait penser à une phrase que j'ai l'habitude de dire. Il y a ce que la vie nous offre et il y a ce que nous voulons faire de notre vie. Voilà. Je veux dire, moi, je connais des personnes comme ça, hein, pour vous rassurer, Oumar, et même vous féliciter. Vous savez, c'est parce que quelque part, vous savez ce que vous voulez. C'est-à-dire, il y a une opportunité qui est là. Vous l'avez dit tout à l'heure, je fais environnement, géomatique pour une carrière professionnelle, mais il y a ce que j'aimerais faire de ma vie. Et à chaque fois qu'il y a des activités de ce genre, je m'y intéresse, je prends le contact, je saute sur l'occasion, etc. C'est ce qu'on appelle savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Et honnêtement, je vais vous donner mon exemple. Moi, à la base, j'ai fait des études en sociologie pour commencer. Alors, ensuite, j'ai étudié en psychosociologie. Après, j'ai étudié en coopération internationale, tout ce qui est développement, projet de développement. Et c'est lors de mon 3e master que j'ai commencé à regarder, parce qu'au fond de moi, je voulais travailler dans l'éducation, je voulais travailler dans l'accompagnement des jeunes, de toutes les personnes qui aimeraient. Voilà, je prenais en considération mon histoire et je me suis dit, au fond de moi, pour que, vu que mes parents avaient refusé que je devienne avocat, à l'époque, je voulais vraiment devenir avocat, mais ils m'ont dit non, tu ne vas pas aller défendre des gens qui ont tué des personnes, alors que non. Alors que ça n'avait rien à voir. Je veux dire, je pouvais aujourd'hui défendre des personnes opprimées, des personnes qui sont, voilà. Mais au fond de moi, je savais que je voulais vraiment, pourtant on m'a appelé pour aller travailler dans par exemple, Nations Unies, les projets de développement, etc. Mais non, moi, je voulais être là où je suis présentement. Voilà. Donc, au fond de moi, et c'est fini par arriver. Voilà. Et donc, c'est vraiment pour vous encourager, vous dire que gardez cette petite voix à l'intérieur, même s'il y a des gens qui ne vont pas vous comprendre, même s'il y a des gens qui ne… Mais non, gardez cette voix et continuez à faire ce qu'il faut. Voilà. Et prenez en attendant ce que la vie vous donne. Mais ce que vous voulez faire de votre vie, il faut garder ça jalousement et continuer et vous verrez les résultats. Exactement. Non, mais je pense que c'est vraiment ce que… Enfin, tu dois pouvoir inspirer ce que tu fais, en fait, les jeunes, en fait, tout simplement. Parce que tout le discours que tu as pu faire aujourd'hui, tous les conseils que tu as pu donner, Ousmane, aujourd'hui, ça va dans le sens de ce que Omar est en train de faire aujourd'hui. Donc, il faut continuer dans ce sens. Je pense que tu disais que tu as fait géomatique. Oui. Oui. Alors, à ce propos, il y a un atelier qui va avoir lieu avec un camarade de promo.
justement, qui a fait géographie comme toi, qui est arrivé en France, qui a poursuivi dans ça et qui a un peu une spécialisation géomaticien. Et donc, je lui ai demandé de faire un atelier là-dessus. Ça va être au mois de décembre. Donc, si ça t'intéresse, je communiquerai là-dessus. Et après, peut-être qu'après l'atelier, tu pourras du coup avoir ses contacts pour qu'il puisse continuer à te donner des conseils dans ce sens. Mais vraiment, c'est admirable ce que tu fais. Donc, il faut continuer. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Alors, je pense qu'il y a Abdelrahim qui a levé la main depuis un moment. Abdelrahim, Désolé. on a hâte de t'entendre. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, de prime abord, je tiens à remercier HATC et surtout Ousmane Diaye pour son témoignage qui est sans doute pertinent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui nous est très utile dans la vie. Maintenant, étant étudiant en fin de formation, je prends en compte également le volet d'une contrainte qui, quelque part, peut paraître systémique et indépendante quelque part de l'estime de soi. Voyez-vous, je parle de certaines exigences systémiques, c'est-à-dire deux fois dans les annonces, même bien qu'on puisse avoir l'estime en soi, développer l'estime en soi, avoir une confiance en soi, conscience de soi et une connaissance de ses vertus et de ses valeurs, deux fois, il y a de cette demande ou certaines exigences des entreprises qui demandent, par exemple, un profil expérimenté de 5 à 10 ans. Lorsque nous nous retrouvons face à ce écueil systémique, quelle attitude devons-nous développer? Maintenant, la deuxième question que j'aimerais également poser, c'est celle de savoir, quelque part, une personne qui développe déjà l'estime de soi connaît sa valeur, connaît le reflet ou bien a une idée précise de ce que la personne veut, par exemple, dans 10 ans, sa projection dans le futur. Maintenant, est-ce que la personne est en droit de dire que par rapport à mes expériences vécues, conscient de mes potentialités, si je me dois de m'inscrire dans un cadre professionnel, je me dois de m'inscrire dans un cadre professionnel qui reflète ne serait-ce que la valeur de la personne dont j'en ai conscience. Ou bien faudrait-il faudrait-il commencer, entrer par la petite porte, apprendre, nonobstant également l'estime de soi qu'on a. Ce sont ces questions qui me subjuguent. Merci beaucoup. Parfait, je vous en prie. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup, Abderrahim, déjà pour la pertinence des questions, parce que vous soulevez une réalité objective. Hein. J'ai déjà fait des posts justement qui parlent de ces entreprises qui parfois sont à la recherche de quelque chose qui vient disqualifier, disqualifier véritablement les jeunes diplômés qui viennent de sortir, 5, 10 ans d'expérience, etc. Alors, j'ai l'habitude de dire à ces jeunes-là que, premièrement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez écarté tout ce qui est lié à l'estime de soi, confiance en soi et tout. Ne développez jamais un sentiment de culpabilité, voilà, en se disant pourquoi je n'ai pas d'expérience. On est dans la suite logique des choses. On est dans la suite logique de notre vie. Donc, premièrement, comment faire face à ces entreprises? Moi, je me dis que, vous savez, ne partez pas là où on ne vous aime pas. Même si vous voulez y aller, je veux dire, le fait de la personne qui te dit, par exemple, c'est comme quand on te parle d'intégration dans certains pays, ok? Je ne vais pas nommer de pays, quand on te parle il faut s'intégrer, etc. Moi, j'ai toujours l'image de cette personne-là qui est dans sa maison, la porte fermée, et qui te dit, vas-y, rentre, tu peux rentre. Voilà. Mais tu es à l'extérieur, la porte est fermée. Donc, une annonce déjà qui vient nous disqualifier en tant que jeunes diplômés, parce qu'on nous demande une expérience qu'on n'a pas. Et de toute façon, c'est logique, on ne peut pas l'avoir, eu égard à notre parcours, eu égard à notre trajectoire universitaire, etc. Donc, premièrement, moi, je me dis, ce sont des employeurs ou des recruteurs qui viennent peut-être mettre de côté des candidats qui pouvaient véritablement leur servir. Donc, c'est à ces candidats-là de se dire, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas tenter sa chance. On peut tenter ça. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a postulé pour un emploi où on demandait beaucoup d'années d'expérience. Il est arrivé en interview. Et la première question qu'on lui pose, c'est « Est-ce que vous avez lu l'offre ?» « Oui, j'ai lu l'offre. » « Est-ce que tu as vu qu'on demande 5 ans d'expérience ?»« Oui, j'ai vu que vous demandez 5 ans d'expérience, mais je suis là. » « Mais vous n'avez pas 5 ans d'expérience.
Ce que j'ai, c'est de l'expérience. Voilà. Mettez-moi en situation et vous allez voir ce que je vaux. Ça, c'est une audace. Il est arrivé et puis on lui a posé cette question, mais qu'est-ce que tu peux donner comme formation? Parce qu'il était destiné à devenir formateur. Qu'est-ce que tu peux donner comme formation? Et il dit, posez-moi plutôt la question. Non, attendez, il faut que je reprenne l'histoire comme il se doit. On lui a dit, je pense qu'on lui a donné une liste avec l'ensemble des formations à donner et on lui a dit, qu'est-ce que tu peux donner ici? Et il a dit, non, posez-moi la question, qu'est-ce que je veux donner ici? Voilà. Qu'est-ce que je veux donner comme formation? Il a écarté toute possibilité de... Voilà. Donc, je pense que de deux choses l'une, par rapport à ces 5 ans, 10 ans d'expérience, de toute façon, que ça ne nous affecte pas. Voilà. Parce que moi, je rencontre des jeunes, et j'insiste là-dessus, j'ai déjà écrit là-dessus, je rencontre des jeunes qui commencent à se culpabiliser. Mais tu sais, parce que moi, je n'ai pas d'expérience et qui baissent la tête. Je dis non, lève la tête. Tu n'as pas à baisser la tête. Pourquoi tu te reproches ton manque d'expérience? Ce n'est pas de ta faute. Donc, premièrement. Deuxièmement, soit on postule et on y va avec audace parce qu'on a confiance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en notre propre personne, on est conscient de nos capacités et on arrive, soit on décide véritablement, et la deuxième question est liée à la première, de rentrer par la petite porte. Tout à l'heure, on a parlé d'humilité. Vous savez, on ne peut pas devenir maître de quelque chose dont on n'a jamais été élève. Voilà, il faut accepter de devenir élève, quand bien même on est diplômé, quand bien même on a une confiance absolue en notre propre personne. Je vous ai donné tout à l'heure mon exemple. On me demandait tous les soirs au McDo de sortir les poubelles. Mais je sortais les poubelles, mais je savais qui j'étais. Je savais ce que je valais. Donc, rentrer par une petite porte ne veut pas dire que ça va affecter notre valeur. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, justement, refusent aujourd'hui de rentrer par la petite porte. Au contraire, quand on rentre par la petite porte, on ne fait qu'agrandir notre gloire, notre victoire, parce qu'on aura cheminé, on aura vu l'ensemble des puzzles qui représentent la réussite de notre vie. C'est vraiment important. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui disent non, j'ai fait tant d'années d'études, je ne vais pas aller. Je connais un jeune à Dakar. Le jeune là, il vendait les habits seconde main pour pouvoir payer ses études. Et il le faisait avec fierté. J'ai eu à publier sur lui il y a cela 1 année ou 2 ans, parce que c'était mon étudiant dans une école de commerce. Il vendait les habits seconde main pour pouvoir payer ses études. Mais aujourd'hui, il ne le regrette pas. Rentrez par là où vous pouvez rentrer dès lors que votre dignité est considérée. Parce que si vous perdez la dignité, vous avez tout perdu. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que pour enchérir ce que tu disais, je notais toutes les petites phrases au début. Tu disais au début, ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine notre valeur, mais ce que nous pensons de ce que nous sommes qui détermine notre valeur. Absolument. Bon, voilà. Si ça peut aider certains ou inspirer d'autres, voilà. Alors, merci beaucoup, Ousmane Diaye, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, donc, bienvenue à Galaxy A30S. Et bienvenue aussi à Gemina. C'est elle la community manager de Dunia IT. Welcome. Merci. Alors, du coup, il y avait, avant Galaxy, il y avait Mariam Diop qui avait levé la main pour poser une question. Est-ce que Mariam est toujours là? Oui, je suis là. Allez, vas-y, Mariam. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, Mariam. Oui, bon, je me présente, je me nomme Mariam Diop. Je suis en licence 3 à AFI-UE, en gestion des ressources humaines. Maintenant, moi, j'ai un principal problème. Par rapport à l'estime de soi, là, moi, j'ai un problème. Parce que j'ai un problème d'estime de soi, je sais pas, de gestion de stress. J'arrive même pas à me, voilà quoi, à me classer sur un problème majeur. Et pour aussi, Monsieur Nia avait parlé de l'importance des remarques positives. Et même si aussi j'ai beau recevoir des remarques positives par rapport à par exemple, à ma capacité de voilà quoi, de parler en public et tout, mais
tout le temps, il y a un truc que, je sais pas, en moi, que j'arrive pas à gérer. Du coup, je voudrais vraiment des conseils par rapport à ça, ou bien des solutions pour y remédier, quoi, vraiment. Parce que je vois que c'est un frein, vraiment, pour moi. C'est ça. Ah, alors, merci beaucoup, Marem. Et d'ailleurs, en 2006, 2007, j'étais prof à AFI, justement, en gestion des ressources humaines, en leadership. Et M. Koulibaly me connaît très bien. Voilà. Alors, Marem, avant de répondre à votre question, je vais vous poser une autre question. Alors, ce que vous dites, ça se manifeste comment? Je tremble ou bien j'arrive pas à parler correctement. J'ai les phrases, j'ai les mots dans la tête, mais ça sort pas en fait. Alors, J'ai j'avertis. toujours une petite peur en moi, je sais pas, je comprends pas en fait. Alors, ce que je vais vous dire, et là, c'est le coach vraiment spécialisé qui parle, c'est des choses qui peuvent se régler. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, j'ai l'habitude de dire la porte du changement, elle est ouverte pour tout le monde. Voilà, les choses peuvent changer. Alors maintenant, par exemple, présentement, j'accompagne des gens qui ont exactement le même problème que vous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être lié même à notre petite enfance. Voilà. Ce que vous dites, les blocages là, ça peut... Il y a eu, je ne sais pas si vous, en remontant le temps, vous êtes capable au jour d'aujourd'hui de dire, il y a eu tel événement, il y a eu telle chose qui a fait ça, ou bien vous n'avez pas le souvenir justement d'un événement, d'une particularité, d'une situation. Exemple, il y a des gens qui, je parlais tout à l'heure de relations toxiques. Il y a des gens qui, à partir d'une relation toxique, se retrouvent à perdre totalement confiance en eux. Il y en a d'autres, je parlais tout à l'heure des remarques positives des personnes significatives dans notre vie. Il faut les considérer, il faut les accepter, mais malheureusement, il y a également les remarques négatives des personnes significatives. Des fois, il y a des personnes significatives dans notre vie. Vous savez, quand notre téléphone sonne, en fonction du nom qu'on lit, parfois on est pressé de décrocher. Mais en fonction du nom qu'on lit, parfois on pose le téléphone et puis on ne répond pas. Ou bien on répond avec la peur au ventre, etc., etc. C'est pourquoi je parlais des personnes significatives. Ces personnes-là ont un grand rôle à jouer à travers les clés de notre réussite. Maintenant, en matière de communication, le fait de stresser, le fait soit il y a eu des événements qu'il faut aller retrouver, c'est ce qu'on appelle compléter son passé. Des fois, notre passé n'est pas complété. On a eu à vivre des choses qui nous suivent. On a eu à recevoir des critiques, on a eu à vivre une relation toxique, on a eu, selon l'éducation qu'on a reçue de nos parents, est-ce qu'on a été renforcé positivement quand on était petit? Est-ce qu'on grandit avec ça? Bref, tout ça a une explication qu'il faut aller voir. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Voilà. Et je suis sûr qu'en regardant dans votre propre histoire, les gens que j'accompagne, on regarde dans leur histoire et on parvient à déceler les causes profondes de ce mal-être. Parce que moi, quand j'écoute Mariem, je sens un potentiel et ce n'est pas des fleurs que je suis en train de jeter. Je sens un potentiel. La prise de conscience d'un problème, c'est le premier pas vers la solution. Aujourd'hui, vous êtes consciente du potentiel que vous avez et vous ne savez pas comment aller. La façon dont vous dites, j'ai un problème, j'ai vraiment un problème, ça renvoie au fait que c'est un mal-être. Mais dites-vous une chose, c'est que ça peut très bien se travailler. Et puis, en inbox ou je ne sais pas, je pourrais vous donner des conseils où, voilà, à partir de votre histoire personnelle, des choses qu'il faudra peut-être travailler pour pouvoir remédier progressivement à cela. Mais c'est possible. Si vous permettez, Ousmane Ndiaye et Aïcha Kessé, j'aimerais juste intervenir pour ajouter quelque chose par rapport à la question qui vient d'être posée. La chance m'est été donnée de faire plusieurs formations en prise de parole en public et en leadership.
Et s'il y a une chose que j'ai eu à apprendre le long de ma vie, c'était de consolider que le stress, on m'a toujours, déjà mes formateurs de base m'ont toujours appris que le stress est naturel, le stress est naturel et toute personne qui prend la parole. Mais moi, monsieur Ndiaye va dire qu'avant même de commencer la conférence, bien que le formateur, il a déjà ce stress. Et le stress, il est totalement naturel. Maintenant, on n'attend pas de l'individu de pouvoir éradiquer le stress de sa vie. Ce dont on recommande, c'est de pouvoir gérer au mieux le stress pour que ce stress ne soit pas flagrant. Ce étant dit, je pourrais juste citer deux ou trois techniques, comme on a toujours inculqué. Je crois peut-être que ça sera utile pour vous. M. Ndia également pourra peut-être revenir pour axer là en sa qualité de formateur. C'était de dire qu'il faut utiliser le sucre et maîtriser, par exemple, le débit de l'inspiration et de respiration, le débit également de la parole. Et c'est également d'adopter, de parler non pas avec une vélocité, mais également en prenant son temps, en réfléchissant et de parler de manière réfléchie. Voilà un peu quelques techniques dont on me donnait depuis longtemps. Je crois que ça pourrait lui permettre de gérer son stress éventuellement. Mais ce n'est pas une fatalité. Le stress n'est pas une fatalité, c'est tout à fait naturel. D'accord, merci Abdel. J'ai envie de dire, quelque part, à condition que ça n'handicape pas une vie entière, quelque part. Mais voilà. Après... Alors, Aïcha, juste préciser un peu. Ouais, non, il disait le stress n'est pas une fatalité, à condition que ça ne freine pas toute une vie. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Exactement. Ouais. Et juste pour peut-être rajouter un petit mot, les techniques, moi je crois énormément, merci beaucoup Abderrahim pour ces techniques partagées qui effectivement sont vraiment importantes et classiques dans la gestion du stress. Mais n'oubliez pas une chose qui est vraiment essentielle, c'est de remonter à la source. Et ce que je vous dis, j'ai accompagné des gens où le jour où on a découvert la cause de ce stress qui les tétanise, vous savez, c'est comme la peur, hein? Comme disait Aïcha, il y a la peur qui nous booste, mais il y a la peur qui nous paralyse. Il y a le stress qui peut se transformer en une adrénaline positive, mais il y a le stress qui peut véritablement nous paralyser. Et dans tous les cas, avant même d'aller vers les techniques, il faut aller vers les causes profondes de cela. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Pourquoi le médecin, quand on vient le voir, il nous demande est-ce que tu as voyagé récemment? Est-ce que dans ta famille, il y a eu telle chose? Parce que plus on va se rendre compte, prendre conscience de ce qui a généré ce problème-là, plus on est en mesure de le résoudre. Donc, Marème, ça, c'est un travail à faire sur soi, remonter la pente et voir à quel moment il y a eu cette cassure, il y a eu cette déchirure qui présentement est en train de vous tétaniser, d'autant plus que vous avez véritablement un potentiel. En tout cas, c'est ce que je sens à travers vos propos. Si tu me permets, ce que tu dis, c'est très important, c'est-à-dire de comprendre le pourquoi de cette situation-là. Je pense que c'est ça qui va faire que tu puisses passer un autre cap. Parce que tant que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas solutionner le problème. C'est tellement important, en fait, je ne sais pas, peut-être Gemina va savoir, mais il y a une émission télé qui passe sur TF1, c'est sur l'histoire d'une famille qui est devenue une grosse agence immobilière. Ils travaillent ensemble et ils sont 4 dans la famille. L'avant-dernier, oui, donc le 3e de la fratrie, du coup, il a 2 aînés, donc c'est le 3e. Et donc, lui, il est tétanisé. Tout ce qui le tétanise, c'est le fait que ses 2 frères aînés, ils assurent dans la boîte de leurs propres enfants, de leurs propres parents. Et donc, ça fait que ça fait partie d'un stress. Et donc, quand il est devant un client, il perd complètement les moyens. Et pourtant, il n'est pas bête. Et donc, dans une discussion qu'il a eue aussi avec sa grand-mère, il s'est révélé qu'en fait, lui-même a aussi été traumatisé à l'école par une de ses maîtresses. Donc, tout ça combiné fait qu'aujourd'hui, il est dans l'impasse. Mais si tu t'en rends compte, comme ce que Ousmane tu disais, tu seras d'autant plus à même d'avancer, tout simplement. Absolument. Donc voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup.
De rien. De rien, Marème. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok. Alors, moi, j'ai une dernière question peut-être. Le conseil que tu pourrais donner aujourd'hui à tous ceux qui sont là aujourd'hui par rapport notamment aux réseaux sociaux. Parce que malheureusement, je pense qu'au Sénégal, les jeunes aujourd'hui, ils sont uniquement sur Facebook. Oui. Alors qu'on sait que ce n'est pas là qu'on va décrocher l'entretien. Ce n'est pas là qu'on va aller voir les recruteurs. Ce n'est pas là qu'on va aller voir les offres. Oui. Donc, quel conseil, je ne vais pas nommer le réseau social, mais quel conseil tu peux leur donner et pourquoi c'est important d'y aller? Parce que je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte aujourd'hui. Merci beaucoup, Aïcha. Je pense que ça, c'est un excellent mot de la fin. Si tu veux qu'on te voit, sois visible. Et ça, c'est vraiment important. Je veux dire, on ne peut pas vouloir une chose et ne pas être au bon endroit pour l'obtenir. Voilà. Et donc, les réseaux sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, il faut y être, mais pas dans n'importe quel réseau social, mais aussi, même si on doit être sur Facebook, moi je suis sur Facebook, il y a une façon d'y être. Il faut savoir que l'image, c'est-à-dire l'image qu'on a sur les réseaux sociaux va impacter notre vie. Qu'on le veuille ou pas, les gens qui vont poster des photos ou je ne sais pas, qui vont poster des soirées, qui vont poster… Le recruteur, je parle du recruteur sérieux, voilà, il va aller voir l'image que vous incarnez dans les réseaux sociaux. Il va voir là où vous êtes. Mais pour qu'on puisse vous voir, le premier pas, c'est véritablement aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je vous parle en connaissance de cause, LinkedIn, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Nous tous, on a commencé quelque part dans la vie. Mais les réseaux sociaux, et aujourd'hui, honnêtement, j'ai le sentiment d'être en présence de jeunes qui ont des ambitions, des jeunes qui ont un potentiel. Et je me dis, vous avez votre place au niveau des réseaux sociaux, tels que LinkedIn, pour vous faire voir. Voilà. Pour vous faire voir au fur et à mesure. Et ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés à construire votre réseau. Arrivez avec votre singularité, avec votre particularité. C'est ça la valeur ajoutée de votre vie. Voilà. Ne cherchez pas à être les premiers, cherchez à être unique dans ce que vous êtes, et dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. C'est là que vous ferez une différence dans votre propre vie. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la performance d'un individu, ce n'est pas l'absence de défauts, mais c'est la capacité à se concentrer sur ses qualités. Mais nos qualités ne sont pas là pour qu'on les enferme quelque part. Non, ces qualités doivent être visibles, doivent être palpables. Et les réseaux sociaux, comme on est en train aujourd'hui de nous parler alors qu'on est à des endroits différents du globe, mais le digital, les réseaux sociaux vont participer justement à nous faire atteindre nos objectifs, mais il faudrait qu'on ouvre notre cœur et de la bonne façon pour pouvoir justement être visible dans les réseaux professionnels tels que LinkedIn. Exactement. Alors, on n'est pas à la fin encore, hein, et moi, j'adore. Ah, ok. Il y a Gemina qui a une question, donc Gemina, vas-y. Excellent. Oui, ok, merci. En fait, je ne sais pas si ma question sera hors sujet, mais c'est vu qu'on parlait à peu près. En fait, ma question, c'est lorsqu'on veut lorsqu'on est auto-entrepreneur et qu'on veut se présenter auprès de certaines entreprises pour leur proposer des services et qu'on est nouveau, justement, qu'on est jeune et pas très expérimenté, un peu comme le cas d'un jeune qui vient juste de sortir de l'école, comment en fait se valoriser de sorte à ce que lorsqu'on va donner nos tarifs, qu'on ne nous prenne pas pour des… Parce que souvent, il y a le syndrome de l'imposteur où on se dit, bon, je viens juste de finir, je n'ai pas autant d'expérience que les autres auto-entrepreneurs, les autres freelance. Comment parler, en fait, de sorte à pouvoir vraiment se valoriser et qu'on nous prenne, en fait, à notre juste valeur, tout simplement. Super. Alors, là, c'est une excellente question et on est dans le pitch, hein, on est dans la logique de l'argumentation. Donc, comment construire un argumentaire? Et ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous arrivez pour présenter un service, etc., premièrement, oubliez votre diplôme, oubliez votre école,
oubliez votre... C'est-à-dire, vous ne venez pas pour dire, je sors de telle école, j'ai fait telle formation. Non, soyez l'incarnation de la valeur que vous êtes. Incarnez votre valeur, premièrement. Vous savez, ne proposez jamais de tarif avant de proposer de la valeur. Ça, c'est vraiment important. Ne parlez pas de tarif avant de parler de valeur. Et lorsque vous abordez vos services, vous n'êtes pas là pour demander du soutien. Non. Vous êtes là pour... C'est comme la personne qui recherche un emploi. On n'est pas là pour quémander. On sait que les recruteurs qui veulent faire avancer leurs affaires ne vont jamais vous faire de cadeaux. Voilà. On n'est pas là pour susciter de la pitié. Je suis jeune, je viens de sortir, etc. Non. On est là avec une valeur. On sait que, j'allais dire, c'est connu l'adage, mais moi j'ai un autre adage, la valeur n'attend pas l'expérience en termes d'années. Ce n'est pas le nombre d'années vécues qui détermine notre valeur, mais ce qu'on fait du nombre d'années qu'on a vécu. Vous avez 19 ans, vous avez 20 ans, etc. Vous avez de la valeur ajoutée. Acceptez d'incarner votre singularité. Voilà. J'arrive avec un service et je démontre justement que ce service va vous être utile et je démontre que c'est tellement clair dans ma tête que je sais exactement le point avec lequel je vais démarrer avec vous, avec votre organisation et le point où je vais vous amener. Donc, c'est vraiment important dans la posture d'être à l'aise et de cesser de penser au nombre d'années qu'on a, de cesser de penser, parce que ça devient des chaînes au niveau mental. Voilà. Lorsqu'on se dit, ah, je suis jeune, je viens, je suis tout nouveau, non, quittez tout ça. Je suis un entrepreneur avec de l'expérience, avec des qualités, avec un service à offrir et je suis capable de défendre ce service-là. Et je ne suis pas là pour quémander, je ne suis pas là pour demander un soutien. Je suis là parce que j'apporte de la valeur ajoutée. Ça doit se sentir dans notre voix, dans notre posture. En faisant preuve d'humilité, l'humilité, c'est quoi? C'est justement le fait d'accepter que l'autre puisse nous orienter, que l'autre puisse nous dire, voilà moi ce que j'attends, mes attentes. On n'impose pas un service, on propose un service. Exactement. Wow, merci beaucoup. Peut-être beaucoup pour rajouter, je ne sais pas, Gémina, si tu t'en rends compte, par exemple, encore une fois, dans les émissions d'agences immobilières, à chaque fois, un agent immobilier, il va d'abord promouvoir toutes les qualités du bien, jusqu'à ce que tu sois dedans. Et c'est seulement à la fin que le client, du coup, comme il est emballé, c'est même le client qui va dire, OK, bon, ben tout ça, ça vaut combien? C'est là que tu dégotes ta carte, tu vois. Donc, il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est la même chose. Moi, je m'en rends compte au travail parce que je suis amenée aussi à gérer plusieurs prestataires. Et donc, quand j'ai des démos ou des rendez-vous, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est le prix. Mais non, je vais tout faire, mais ils ne vont pas parler du prix en premier temps. Ils vont me décoter toutes les valeurs, toutes les qualités, toute la performance du truc. Et seulement à la fin, c'est là qu'ils sortent la carte du chiffre, tu vois. Donc, ça peut aussi, je ne sais pas, mais ça marche toujours bien. Ouais. Et des fois même, ils te disent, waouh, ça doit coûter cher. Hein? Ça doit... Voilà, tellement qu'on a... La vente, ce n'est pas en donnant le prix, c'est en démontrant l'utilité du bien. OK. Bon, je pense que cette fois-ci, on arrive... Ah, il y a Marem qui a levé la main. Marem, tu as une autre question? Non, j'ai pas fait attention alors. Ça marche. OK, bon, ben, je pense qu'on arrive à la fin. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai kiffé. J'ai envie de dire quel homme, quel parcours, quelle expérience. Vraiment. Donc, si tu permets, j'ai pris quand même beaucoup de phrases. J'ai repris beaucoup de tes phrases avec des guillemets, bien sûr. Si tu permets, on va en faire une liste de posts qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. En te taguant dessus parce que je pense que c'est hyper important. C'est vraiment des phrases très, très inspirantes. Donc, si tu permets, on va aller. Avec plaisir, avec grand plaisir et j'ai kiffé aussi pour reprendre l'expression. Et puis honnêtement, il ne faudrait pas que ça s'arrête. Je pense qu'on devra parler du leadership, on devra parler de l'art de convaincre. Tout ça, c'est des sujets qui peuvent aider. Et puis bon, moi, je serai là
parce que je vois, bon, hier déjà, Aïcha depuis le début, bravo Aïcha, vraiment pour la détermination, honnêtement, le premier message que j'ai reçu, je t'imaginais comme étant une grande dame qui... Pas du tout, pas du tout. Voilà, J'ai vu tellement tout le que... temps, Voilà, mais là, voilà, une jeune dame ambitieuse et qui veut emballer les autres, c'est bravo. Moi, honnêtement, j'étais content d'être là. Voilà. Et si c'est à refaire, je le referai avec plaisir. Je ne vous cache pas que je reçois énormément de messages, etc. Mais en général, merci, Dieu merci, je ne regrette pas les choix que je fais parce qu'il a fallu que je choisisse de présenter aujourd'hui quelque chose pour vous et pas parce que les gens veulent en général que j'intervienne dans le groupe les dimanches ou les samedis. Et puis là, j'étais content d'être là. Voilà. Ouais, nous aussi. En tout cas, vraiment un très, très, très grand merci. Et puis, n'hésitez pas aussi, il est très actif sur LinkedIn. Allez-y sur LinkedIn, mettez-vous sur LinkedIn. C'est vraiment, enfin, c'est important. C'est hyper important. Allez-y, connectez-vous avec Ousmane pour commencer, avec moi aussi, avec ceux qui sont là. Envoyez des messages, demandez des recommandations sur votre CV, sur votre parcours, des conseils tout bêtes. N'hésitez pas. Parce que c'est l'intérêt des réseaux professionnels, justement. Donc, encore une fois, un grand merci à Ousmane. Vraiment, je pense qu'on va aussi essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser d'autres ateliers, toujours dans ce sens de la motivation, du leadership, du développement personnel. Et aussi, merci à vous tous qui avez participé. Merci pour vos pertinentes questions, pour vos interventions, pour votre disponibilité également. C'est encourageant. Ça donne envie d'en refaire encore d'autres parce qu'on sent que c'est utile pour tout le monde, en fait. Tout ça. On en sort tous gagnants quelque part. Exactement. Et je t'enverrai donc l'auteur du livre L'ABC de la parole facile. Il y en a qui, Elage l'a demandé. Et donc, j'ai un petit doute que je vais éclaircir et je t'enverrai ça via WhatsApp. Donc, très bien. Voilà. Je transmettrai le message à tout le monde. Donc, excellent. Super. Merci beaucoup à tout le monde. Il fait quelle heure au Canada actuellement? Il doit faire 14 h peut-être? Oui, 14h25. Bon, j'ai envie de dire bon appétit si c'est pas... Oui, je vais manger après. Okay, bon, ben, fais-toi plaisir. Un bon Gaïen, Marem Diop, elle va dire oh. C'est ça. Donc, on va essayer de repartager le replay sur YouTube. Super. Je te donnerai l'information. Excellent. Excellent. Et puis voilà. Merci à tous. Profitez de votre soirée dominicale et puis on se dit à très vite. À très vite. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.